Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Tu le sais déjà, parce que je t'en ai déjà parlé, il y a comme ça dans le microcosme photographique des débats sans fin sur les bonnes et les mauvaises façons de faire. Du genre pour ou contre le mode manuel, ou pour ou contre la retouche, ou que sais-je encore. Pour ma part, je pense que ces questions n'ont aucun sens. Tout simplement parce que ce qui convient à l'un peut ne pas convenir à l'autre. De surcroît, étant un défenseur acharné de la liberté de chacun, je ne conçois pas que l'on puisse chercher à pousser quelqu'un à opter pour telle ou telle chapelle. J'ai eu récemment l'occasion, par exemple, de lire des articles sur la question de savoir s'il fallait conserver toutes les photos prises lors d'une séance, ou seulement les meilleures, ou encore que les meilleures des meilleures des meilleures. Certains photographes s'imposent même un ratio, ne garder que 0,25% de l'ensemble des clichés d'une séance. Voilà une question qui n'a encore aucun sens. D'abord, je le répète, parce que les besoins et les pratiques des uns et des autres sont différents. Ensuite, parce que les séances, par définition, ne se ressemblent pas. Une séance pourra être riche en termes de nombre de photos de qualité, alors qu'une autre sera moins réussie. Alors, vouloir absolument édicter une règle générale en la matière me paraît totalement absurde. La seule règle que je peux te suggérer, c'est fais ce que tu veux et adapte-toi aux circonstances. J'ajouterai cependant un conseil, de ne pas supprimer tes photos lors de la séance de prise de vue. D'abord parce que dans le feu de l'action, tu risquerais d'en supprimer par inadvertance. Ensuite parce que tu manques de recul pour juger celles qui méritent d'être gardées et les autres. Et enfin parce que ça ralentit le flux de la prise de vue et te déconcentre par rapport à ton sujet que tu pourrais du coup rater. Bon, mais il ne s'agit là que d'un conseil et encore une fois, tu fais ce que tu veux. Alors aujourd'hui, je vais juste me contenter de te donner les arguments des uns et des autres sur ce sujet afin que tu te forges ta propre opinion. Quels sont les arguments avancés? Les adeptes de la suppression massive constatent que chaque fois que l'on crée un ensemble d'images, ça ressemble davantage à un bêtisier qu'à une collection de best-sellers. Et donc qu'il faut les éliminer impitoyablement. Tous les photographes s'accordent sur le fait qu'il faut supprimer d'évidence les photos techniquement ratées ou les doublons. Mais certains pensent qu'il faut aller plus loin en supprimant par exemple toutes celles qui nécessiteraient plus de traitement qu'il n'est raisonnable et celles qui ne mériteraient pas au moins 3 ou 4 étoiles sur 5, c'est-à-dire plus de 90% d'entre elles. Ce à quoi les autres leur répondent que parfois on n'a pas le recul nécessaire pour faire ce choix et qu'une photo qui ne nous a pas inspiré dans un premier temps peut très bien se révéler être un véritable joyau, parfois des années plus tard. Qu'elles sont comme le bon vin, il faut parfois les laisser vieillir un peu. Autre argument, à quoi bon conserver des photos que de toute façon on ne montrera pas? Contre-argument, même en supprimant des photos d'une façon drastique, on ne montre pas pour autant toutes celles qui restent. Un autre argument consiste à dire que les mauvaises photos occupent de l'espace mort sur le disque dur, qu'on ferait mieux de libérer pour les autres. Peut-être, rétorquent les partisans d'une attitude moins radicale, mais c'est jouer un peu petit bras, dans le sens où l'espace disque à notre époque est relativement bon marché. On entend aussi parfois cet argument. En jetant les photos ratées, on perd moins de temps à essayer de les rattraper. Le contre-argument ne tarde pas alors à se manifester. Il ne faut pas confondre les photos ratées, techniquement parlant, s'entend, et les photos qui ne nous semblent pas forcément les meilleures au moment de la prise de décision. Tous les photographes s'accordent à penser que le tri des images est un acte important, car il permet d'apprendre de ses erreurs et donc de s'améliorer, et d'une certaine façon de devenir un meilleur photographe. Mais certains pensent que l'analyse de ces images doit se faire scrupuleusement en amont, et qu'une fois qu'on a décidé quelles étaient les meilleures images de la série, les autres étaient ipso facto moins bonnes, et qu'il était inutile de les garder. Avec deux arguments supplémentaires. Ne comparer ces photos qu'aux meilleures permet d'augmenter son niveau. En mesurant son taux de rejet, on peut évaluer ses performances à la prise de vue.
D'autres pensent au contraire que de revoir des photos même médiocres permet plus facilement de se souvenir de ce qu'il ne faut pas faire, surtout lorsqu'on commet des erreurs récurrentes que l'on peut alors mieux identifier et contrer. Tu vois, il ne peut y avoir de vérité absolue. Chacun agit en fonction de sa propre pratique, de sa propre façon de penser et de fonctionner. Personnellement, comme je numérote mes images avant de les importer dans Lightroom, j'opère le choix dans Bridge. Je rejette les doublons et les photos techniquement ratées, sauf si je pense qu'elles pourraient me servir comme fond ou comme texture par exemple. J'effectue ce choix très rapidement, ce qui me pousse parfois à garder des photos qui ne me convainquent pas forcément d'emblée, mais qui me prendraient trop de temps à analyser à cette étape de mon flux de travail. Une fois numérotées dans Bridge et transférées dans Lightroom, s'il n'y a pas urgence, un reportage de mariage par exemple, je les laisse reposer souvent plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour prendre le recul nécessaire. Je me donne alors le temps de les comparer, de voir si telle photo n'aurait pas un meilleur potentiel avec juste un léger recadrage, ou si sur telle autre le sujet ne serait pas mieux mis en valeur. Je leur attribue des étoiles et je commence le travail de réglage ou de retouche. Résultat des courses, près de 200 000 photos brutes et travaillées prennent un espace disque de 5 Tera, soit une moyenne de 2,5 gigas par tranche de 100 photos. Fais ton calcul. Mais ça, c'est ma façon de fonctionner, c'est ma cohérence, qui ne vaut pas mieux ni moins bien qu'une autre. Elle m'appartient, c'est tout. Et toi, quelle est ta pratique en la matière ? Laisse des commentaires à ce sujet. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il te rendra service. Si tu l'as aimé, merci de le partager. Tu n'as pas oublié le défi que j'ai lancé sur les œufs. Tu peux toujours m'envoyer des images. Le mode d'emploi se trouve dans la description de cette vidéo. Enfin, si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les 2 guides gratuits dont tu trouveras également le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.